Sur le toit d'une usine de Saint-Denis, dans le vacarme de la grande banlieue parisienne, des hommes en blouse braquent une arme vers le ciel et la font cracher des centaines de balles à la minute. Nous sommes au début du XXe siècle et ce bruit de mitrailleuse, c'est la signature d'une maison dont l'emblème montre deux canons croisés. Quelques années plus tard, dans les mêmes ateliers, ces mêmes ouvriers assemblent avec une délicatesse d'orfèvre des automobiles de grand luxe, fines, élégantes, faites pour la bonne bourgeoisie française. Comment le roi de la mitrailleuse a-t-il pu se transformer en sculpteur de berline raffinée? Et surtout, comment un fabricant de canons, qui avait survécu à 2 guerres mondiales, a-t-il fini par être tué non pas par la poudre, mais par le luxe? Voilà le paradoxe que je veux vous raconter aujourd'hui. Car l'histoire de Hotchkiss n'est pas celle d'une marque ordinaire. C'est l'histoire d'une dynastie née dans le sang et le fer qui a voulu devenir synonyme d'élégance et qui s'est ruinée précisément en visant le sommet. C'est une histoire d'orgueil, de gloire en rallye, de trahison industrielle et d'un destin qui, comme un moteur lancé à plein régime, finit par revenir à son point de départ. Accrochez-vous, parce que ce voyage va vous mener des champs de bataille de la Première Guerre aux pistes verglacées de Monte-Carlo et jusqu'aux jeeps de l'armée française. Pour comprendre cette maison, il faut d'abord comprendre l'homme qui lui a donné son nom. Et cet homme n'était même pas français. Benjamin Berkeley Hotchkiss était un Américain, né dans le Connecticut, un ingénieur passionné par les armes à feu dès son plus jeune âge. Dans son pays, la concurrence entre fabricants d'armement était féroce, et le jeune Benjamin comprit assez vite que l'avenir, pour un homme de son talent, se trouvait peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. L'Europe se réarmait, les tensions montaient entre les grandes puissances, et un ingénieur capable de concevoir des canons modernes pouvait y faire fortune. Il fit donc le grand saut et s'installa en France, ce pays qui allait devenir le berceau de toute la saga. En 1875, il établit sa fabrique à Saint-Denis, aux portes de Paris, et l'entreprise se spécialisa dans ce qu'elle savait faire de mieux, l'artillerie et les armes automatiques. Le fameux canon revolver Hotchkiss, avec ses multiples tubes capables de cracher des dizaines d'obus à la minute, fit parler de lui dans les marines du monde entier. Puis vint la mitrailleuse Hotchkiss, cette arme robuste, fiable, refroidie par air, qui allait équiper l'armée française et entrer dans la légende militaire. Le génie de la maison, c'était la mécanique de précision, la fiabilité brute, la capacité à faire fonctionner un mécanisme complexe dans les pires conditions. Retenez bien cette idée, parce qu'elle reviendra plus tard, transposer des champs de bataille aux routes défoncées des rallyes. Benjamin Hotchkiss, lui, ne verra jamais les automobiles porter son nom. Il s'éteignit en 1885, laissant derrière lui une entreprise florissante, mais entièrement tournée vers la guerre. Et c'est ici que commence le grand virage, celui qui va décider de tout. Car au tournant du siècle, les héritiers et les dirigeants de la maison font un constat lucide et un peu inquiétant. On ne peut pas vivre éternellement de la seule vente de canons. Les commandes militaires sont capricieuses, elles dépendent des humeurs des gouvernements et des budgets de la guerre. Quand la paix s'installe, les carnets se vident. Il fallait donc trouver autre chose, une activité de temps de paix, quelque chose qui ferait travailler les magnifiques machines-outils de Saint-Denis, même lorsque les armées ne commanderaient plus rien. Et quelle était l'industrie la plus excitante, la plus prometteuse, la plus moderne du début du XXe siècle? L'automobile, évidemment. Cette invention encore balbutiante qui passionnait les ingénieurs et les riches amateurs de vitesse. Pour une maison qui maîtrisait déjà l'usinage de précision, le travail de l'acier et la mécanique fine, le passage à la voiture n'était pas un saut dans le vide, c'était presque une évidence. Les premières pièces sortirent sous forme de composants pour d'autres constructeurs pionniers, des vilebrequins, des éléments de moteur, livrés à des maisons comme Panard et Levasseur ou De Dion-Bouton. Hotchkiss apprenait le métier en équipant les voitures des autres, avant d'oser fabriquer les siennes. Le grand pas fut franchi en 1903, lorsque la première automobile entièrement Hotchkiss vit le jour, une 17 chevaux à 4 cylindres, fortement inspirée de ce que faisait alors la prestigieuse Mercedes. La maison de Saint-Denis ne voulait pas produire n'importe quoi. Elle visait d'emblée le haut de gamme, la mécanique soignée, la qualité qui se paie. On raconte même que, pour soigner ses moteurs,
Hotchkiss utilisait des roulements à billes là où les autres se contentaient de paliers ordinaires, un raffinement coûteux mais révélateur de l'état d'esprit maison. Cet état d'esprit, c'était celui d'un perfectionniste, d'un horloger de la mécanique, héritier direct de la rigueur militaire. Avant même la Première Guerre, Hotchkiss compta parmi les tout premiers au monde à proposer un 6 cylindres en ligne pour ses modèles de prestige. Une noblesse mécanique qui plaçait la marque d'emblée dans la cour des grands. Tout cela était permis par une chose simple et un peu cynique, l'argent de la mitrailleuse. Les profits de l'armement permettaient à la maison de regarder l'avenir automobile avec sérénité, d'investir, d'expérimenter, de viser le luxe sans la peur immédiate de la faillite. La guerre finançait l'élégance, le canon payait la berline. N'est-ce pas une ironie délicieuse quand on sait comment tout cela va se terminer ? Une maison qui doit sa survie aux armes va peu à peu se prendre de passion pour l'automobile raffinée, au point d'en faire son obsession, sa fierté, et finalement son tombeau. Mais en 1903, personne ne pense encore au tombeau. On pense au triomphe, à la conquête de la clientèle fortunée, à la gloire qui attend une marque ambitieuse. Et pour conquérir cette clientèle, il faudra trouver une position bien précise sur l'échiquier de l'automobile française. Une voie étroite entre deux dangers mortels. D'un côté, le rouleau compresseur de la production de masse. De l'autre, le luxe extravagant et fragile. C'est entre ces deux gouffres que Hotchkiss devra apprendre à marcher en équilibriste. Et c'est là, dans ce choix décisif, que se jouera tout son destin. Marcher en équilibriste entre deux gouffres, c'est joli à dire, mais encore faut-il un funambule capable de tenir la corde. Et ce funambule, Hotchkiss le trouva en la personne d'un homme dont le nom mérite d'être gravé dans cette histoire. Henry Mann Ainsworth. Encore un étranger, soit dit en passant, car cet ingénieur d'origine britannique allait prendre la direction de la branche automobile et lui imposer une vision si nette, si cohérente, qu'elle deviendrait l'âme même de la marque. Quand on y pense, c'est savoureux. Une maison fondée par un Américain, dirigée dans son aventure automobile par un Anglais, et qui allait pourtant incarner mieux que personne le goût et le bon sens de la bourgeoisie française. Comme quoi, parfois, il faut un regard venu d'ailleurs pour saisir l'essence d'un peuple. Ainsworth avait une idée en tête, une seule, mais d'une force redoutable. Il refusait les deux extrêmes qui tentaient les constructeurs de son époque. Le premier extrême, c'était la production de masse, la course au volume, le pari de vendre des dizaines de milliers de voitures bon marché. André Citroën s'y lançait avec une énergie folle, copiant les méthodes américaines, inondant la France de modèles populaires. Le second extrême, c'était le grand luxe absolu, les châssis somptueux et hors de prix réservés à une poignée de milliardaires, le territoire des Hispano-Suiza et des plus prestigieuses carrosseries. Ainsworth regardait ces deux voies et secouait la tête. Trop risqué d'un côté, trop fragile de l'autre. Sa réponse, il l'appela le juste milieu, la voiture du juste milieu. Ni trop populaire, ni trop aristocratique. Une automobile de grande qualité, robuste, élégante sans ostentation, parfaitement construite, destinée à cette clientèle aisée mais raisonnable qui voulait ce qu'il y a de mieux sans tomber dans le tape à l'œil. Le médecin prospère, le notaire de province, l'industriel sérieux, l'avocat parisien, voilà les clients de Hotchkiss. Des gens qui avaient les moyens, qui détestaient le gaspillage et qui voulaient une voiture capable de durer, de ne jamais les trahir, de traverser les années avec la même dignité tranquille. N'est-ce pas, au fond, le portrait même d'une certaine France, celle qui se méfie autant de la misère que de l'arrogance ? Cette doctrine se traduisit d'abord par une politique étonnamment sage. Pendant des années, la maison se concentra sur un seul modèle à la fois, pour le perfectionner sans relâche, plutôt que d'éparpiller ses forces. C'est ainsi que naquit la fameuse AM, conçue avec l'aide des ingénieurs travaillant à Coventry, en Angleterre, car Hotchkiss possédait aussi des intérêts outre-Manche. Puis, à mesure que la confiance grandissait, la gamme s'enrichit.
À la fin des années 20, apparurent les 6 cylindres qui allaient faire la réputation de la marque, ces modèles dont les chiffres évoquaient directement l'alésage de leur moteur. Le plus célèbre d'entre eux portait le nombre 80, et il devint une véritable icône, le symbole vivant de cette philosophie du juste équilibre entre performance, confort et fiabilité. Pour accompagner cette montée en puissance, il fallait des moyens industriels dignes de ce nom. Au milieu des années 20, la maison acheva la construction de nouveaux ateliers modernes sur le boulevard Ornano, à Saint-Denis. Et quelques années plus tard, un investissement allait se révéler décisif. L'acquisition d'une grande presse à acier qui permettait désormais de fabriquer en interne les carrosseries en tôle. C'était un atout immense, car cela donnait à Hotchkiss un contrôle total sur la qualité de ses voitures, du moteur jusqu'à la moindre courbe de carrosserie. La précision militaire héritée du temps des canons se retrouvait là, intacte, transposée à l'art de bâtir des automobiles dignes de confiance. Et le marché récompensa cette rigueur. Au milieu des années 30, Hotchkiss produisait près de 4000 voitures par an, avec un record qui frôla les 4275 exemplaires en une seule année. Ce ne sont pas les chiffres délirants d'un Citroën, bien sûr, mais ce n'était jamais le but. Chacune de ces voitures était vendue avec une marge confortable à une clientèle fidèle et solvable. La marque était devenue l'incarnation roulante d'un idéal, l'automobile de la bourgeoisie française dans toute sa splendeur discrète. On la voyait devant les belles demeures, garée sobrement, sans tapage, exactement comme ses propriétaires l'aimaient. Hotchkiss avait trouvé sa place, et cette place semblait imprenable. Mais voilà la question qui me taraude, et qui aurait dû tarauder les dirigeants de l'époque. Une stratégie du juste milieu, n'est-ce pas aussi une stratégie sans véritable filet de sécurité? Réfléchissez un instant. Le constructeur de masse, lui, possède une force terrible. Ses volumes énormes lui permettent d'amortir n'importe quelle crise, de baisser ses prix, d'écraser la concurrence par le nombre. Le constructeur de très grand luxe, de son côté, vend si cher qu'une poignée de clients suffit à le faire vivre. Mais celui qui se tient au centre, qui ne mise ni sur le volume ni sur le prix extrême, celui-là dépend entièrement de la santé de sa clientèle moyenne supérieure. Tant que la bourgeoisie est prospère et confiante, tout va bien. Mais que survienne une grande secousse économique, une guerre, un bouleversement fiscal, et c'est précisément cette clientèle-là qui se met à hésiter, à reporter ses achats, à serrer les cordons de la bourse. Coincé entre le marteau de la production de masse et l'enclume du luxe pur, le juste milieu offrait une position magnifique en temps de paix et de prospérité. Mais c'était aussi, sans que personne ne le voie encore, une position terriblement exposée le jour où le ciel s'assombrirait. Hotchkiss avait bâti sa fortune sur l'équilibre, et l'équilibre est la plus belle des choses tant que rien ne vient le bousculer. Pour l'instant, dans ces années 30 triomphantes, la maison ne ressentait aucune menace. Au contraire, elle s'apprêtait à conquérir une gloire d'un genre tout nouveau, une gloire éclatante, populaire, médiatique, qui allait porter son nom bien au-delà du cercle feutré de ses clients fortunés. Car il ne suffisait pas de construire de bonnes voitures, il fallait le prouver spectaculairement aux yeux du monde entier. Et pour cela, il existait un théâtre idéal, une scène où la fiabilité, la robustesse et l'endurance se transformaient en légende sous les projecteurs. Cette scène, c'était la compétition. Les routes défoncées, les cols enneigés, les nuits glaciales d'un hiver européen. C'est là, dans l'épreuve la plus dure qui soit, que Hotchkiss allait écrire ses plus belles pages et devenir, pour de longues années, un nom que tous les amateurs de sport automobile prononceraient avec respect. Mais cette gloire, comme toutes les gloires, portait déjà en elle les germes d'un retournement que personne n'osait imaginer. Cette scène où la robustesse devient légende, ce théâtre impitoyable où une voiture prouve enfin ce qu'elle vaut vraiment, portait un nom qui faisait rêver toute l'Europe automobile, le rallye de Monte-Carlo. Imaginez le décor, non pas une piste lisse et ensoleillée, mais des centaines de kilomètres de routes verglacées, de cols battus par la neige, de virages traîtres surplombant le vide, le tout parcouru en plein hiver, souvent de nuit,
avec un froid à fendre les pierres. C'était l'épreuve reine, celle où l'on ne gagnait pas grâce à la puissance brute, mais grâce à l'endurance, à la fiabilité, à la capacité d'une mécanique à ne jamais lâcher quand tout autour d'elle semblait vouloir la briser. Et devinez quelle maison était taillée, dans son âme même, pour ce genre de combat. Hotchkiss régna sur Monte-Carlo comme peu de constructeurs l'ont fait dans l'histoire. 6 victoires, vous m'entendez bien, 6 triomphes dans la plus prestigieuse des épreuves, en 1932, puis en 1933, encore en 1934, de nouveau en 1939, et enfin, après la tourmente de la guerre, en 1949 et en 1950. 3 victoires consécutives au début des années 30 comme une démonstration de force insolente. Des pilotes au cran d'acier portèrent ces couleurs au sommet, des hommes comme Maurice Vassel, Louis Gasse, Jean Trévoux, Marcel Bécard ou Edmond Mouche, des noms qui résonnaient alors dans toutes les conversations d'amateurs. Et même la Coupe des Dames, en 1939, revint à un équipage Hotchkiss mené par Yvonne Simon et Suzanne Largeau. La marque ne gagnait pas seulement, elle gagnait sur tous les terrains. Mais voici ce qui me fascine le plus dans cette épopée, et qui en dit long sur le génie discret de la maison. Comment expliquer une telle domination? Par la pointe de la technologie? Par des innovations révolutionnaires? Par des moteurs surpuissants? Pas du tout. Tout au contraire. Hotchkiss gagnait grâce à son conservatisme. Oui, vous avez bien entendu. C'est sa prudence technique, son refus des solutions tarabiscotées qui faisait sa force. Pendant que d'autres constructeurs s'enthousiasmaient pour des mécaniques compliquées et capricieuses, la maison de Saint-Denis restait fidèle à des solutions simples, éprouvées, solides comme le roc. Des voitures que l'on pouvait réparer au bord de la route avec quelques outils, en pleine tempête de neige, sans atelier ni magicien de la mécanique. Sur les routes défoncées de l'Europe d'alors, cette simplicité valait tous les raffinements du monde. N'est-ce pas une magnifique leçon? Là où le génie consiste souvent à ajouter, Hotchkiss prouvait que le vrai génie consiste parfois à retrancher, à épurer, à faire confiance à ce qui a fait ses preuves. C'était l'esprit du canon transposé à la course. Une mécanique faite pour fonctionner dans les pires conditions, exactement comme une arme doit tirer, même couverte de boue. Le passé militaire de la maison ressurgissait là, dans cette obsession de la fiabilité absolue, et il se transformait en avantage décisif sur les chronos. La rigueur née dans les ateliers d'armement gagnait des rallyes. Quelle plus belle revanche pour une philosophie que de triompher là où on l'attendait le moins. Et la gloire ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Europe. En 1937, un équipage Hotchkiss, mené par Jean Trévoux et son coéquipier Le Zurk, s'imposa au rallye du Maroc, portant les couleurs de la marque jusque sur les pistes du Maghreb, sous le soleil et la poussière de l'Afrique du Nord. La même année voyait aussi la maison briller sur la redoutable épreuve Liège-Rome-Liège. Partout où l'endurance comptait plus que la frime, Hotchkiss était là, solide, fidèle au poste. La marque vivait son âge d'or, célébrée par la presse, admirée par la bourgeoisie qui se reconnaissait dans cette élégance sans esbrouffe et dans ses victoires gagnées à la régularité plutôt qu'à l'épate. Tout semblait sourire à la maison de Saint-Denis. Tout semblait promettre des décennies de prospérité tranquille. Et pourtant, mes amis, c'est souvent au sommet que commencent les vertiges. Car derrière cette façade triomphale, les premières fissures apparaissaient déjà, presque invisibles, mais bien réelles. En 1937, cette année si glorieuse sur les pistes, Hotchkiss absorba une autre marque française, Amilcar, jadis célèbre pour ses petites voitures sportives. Avec ce rachat arriva un homme qui allait jouer un rôle ambigu dans la suite de l'histoire. L'ingénieur Jean-Albert Grégoire, un esprit brillant, un visionnaire de la traction avant et des alliages légers. Il apporta dans ses bagages un prototype audacieux, l'Amilcar Compound, une voiture en avance sur son temps, à roues avant motrices et structure allégée. Audacieuse, oui, mais aussi terriblement chère à produire et qui ne rencontra jamais le succès commercial espéré. Faut-il y voir un présage? Je le crois. Car voici qu'une maison réputée pour sa sagesse, pour son juste milieu, pour son refus des paris technologiques risqués, commençait à flirter avec l'avant-garde coûteuse.
le ver de l'ambition technique, celui qui pousse à viser toujours plus haut, plus moderne, plus audacieux, s'installait discrètement dans le fruit. Pour l'instant, ce n'était qu'un épisode parmi d'autres, vite éclipsé par les rugissements des moteurs en compétition. Mais l'arrivée de Grégoire et de ses idées flamboyantes plantait une graine empoisonnée dont les terribles conséquences ne se révéleraient que bien plus tard, dans l'après-guerre. Et l'après-guerre, justement, approchait à grands pas, précédée par l'orage. À la fin des années 30, l'Europe glissait inexorablement vers le gouffre. Quand la France entra en guerre, la maison de Saint-Denis, fidèle à ses origines, se remit au service des armées. Ces ateliers, qui produisaient de si belles berlines, durent à nouveau penser canons, chars et matériel militaire. La production automobile, ce fleuron du juste milieu, fut suspendue. Et dans la tourmente de l'occupation, sous l'égide des organisations qui réorganisaient autoritairement l'industrie française, un géant entra dans le capital de Hotchkiss, Peugeot. La maison indépendante, fière de son équilibre patiemment construit, voyait désormais un puissant voisin s'asseoir à sa table. La guerre allait tout figer, tout suspendre, tout bouleverser. Et lorsque le silence des armes reviendrait enfin, lorsque la France se relèverait de ses ruines, Hotchkiss découvrirait un monde transformé. Un monde où sa clientèle dorée se ferait soudain rare et hésitante. Un monde où ses certitudes d'avant-guerre ne vaudraient plus grand-chose. Le piège, ce piège mortel tendu par le destin à tous les constructeurs de l'élégance, était sur le point de se refermer. Et la maison du juste milieu allait commettre, dans sa quête désespérée de renouveau, l'erreur qui lui coûterait la vie. Ce piège mortel tendu à tous les constructeurs de l'élégance se referma lentement, presque sournoisement, dans une France qui pansait ses plaies. Quand les ateliers de Saint-Denis purent enfin recommencer à produire des voitures particulières, les dirigeants firent le constat le plus douloureux qui soit. Le monde d'avant n'existait plus. La clientèle dorée, ces notables prospères qui faisaient la fortune de la maison, avaient été laminés par les années noires. Les fortunes s'étaient évaporées, les priorités avaient changé et surtout, l'État frappait désormais les belles automobiles d'une fiscalité féroce. Plus une voiture était puissante et cossue, plus elle était taxée. Autrement dit, tout ce qui faisait l'identité de Hotchkiss, sa noblesse mécanique, ses 6 cylindres soyeux, son raffinement bourgeois, devenait soudain un fardeau fiscal écrasant. Comprenez-vous l'absurdité tragique de la situation ? La maison était punie pour ce qu'elle savait faire de mieux. Que proposa-t-elle face à ce nouveau monde hostile ? Hélas, dans un premier temps, presque rien de neuf. Les modèles qui ressortirent des chaînes, ces fameuses 13 chevaux et 20 chevaux fiscaux, n'étaient guère que des voitures d'avant-guerre légèrement rafraîchies, modernisées du bout des lèvres, avec un pare-brise redessiné par ici, des phares mieux intégrés par là. Honnêtement, pouvait-on espérer séduire une France nouvelle avec des automobiles qui sentaient encore les années 30 ? Pendant ce temps, en face, un séisme industriel bouleversait le marché. Une certaine petite voiture nationale, économique, populaire, conçue pour mettre tout un pays sur 4 roues, raflait les commandes. Le pays ne rêvait plus de berline bourgeoise, il rêvait de mobilité simple et bon marché. Le juste milieu, cette belle idée d'avant-guerre, se retrouvait soudain sans terrain sous les pieds. Et c'est précisément à ce moment, alors qu'il aurait fallu la plus extrême prudence, que la maison commit son erreur fatale. Vous souvenez-vous de cet ingénieur visionnaire arrivé avant la guerre, ce Jean-Albert Grégoire et ses rêves de traction avant et d'alliage léger ? Ces idées, mises de côté pendant les hostilités, ressurgirent avec une force nouvelle. À la fin des années 40, Hotchkiss signa un contrat pour produire un prototype révolutionnaire conçu par cet homme, et de cette union naquit la Hotchkiss-Grégoire. Ah, quelle voiture, mes amis, quelle audace technique! Tenez-vous bien, un moteur à 4 cylindres à plat, 4 roues indépendantes, une carrosserie en alliage léger, une aérodynamique remarquablement soignée pour l'époque. Sur le papier, c'était un chef-d'œuvre d'avant-garde, une automobile qui semblait venir de l'avenir. On annonçait des performances brillantes, une tenue de route exceptionnelle. Mais voici la cruelle vérité que cache toujours l'avant-garde. L'innovation coûte une fortune.
Cette merveille était d'une complexité diabolique à fabriquer, et la maison de Saint-Denis, héritière d'une tradition artisanale, n'était absolument pas équipée pour produire en série une mécanique aussi sophistiquée. Les coûts explosèrent, les difficultés de mise au point s'accumulèrent sans fin, et le résultat, ce fut un naufrage commercial retentissant. À peine 250 exemplaires de cette voiture futuriste sortirent des ateliers. 250. Chacun de ces bijoux, au lieu de sauver l'entreprise, lui dévorait ses dernières réserves. La Hotchkiss Grégoire ne fut pas un modèle, ce fut une hémorragie. La maison qui avait bâti sa gloire sur le conservatisme prudent se saignait à blanc en jouant les pionnières. N'y a-t-il pas là une ironie presque shakespearienne ? Car réfléchissez à ce retournement vertigineux. Sur les routes de Monte-Carlo, c'était la simplicité, le refus des complications qui avaient donné à Hotchkiss ses plus belles victoires. Et voilà que la même maison se ruinait en embrassant exactement le contraire. La complexité, le raffinement technique poussé à l'extrême, le pari risqué sur l'innovation coûteuse. La marque avait trahi le secret même de sa réussite. Elle avait oublié qui elle était. En voulant prouver qu'elle pouvait être moderne et brillante, elle reniait la sagesse qu'il avait portée pendant des décennies. Et le marché, impitoyable, lui présenta aussitôt la facture. Comme si cela ne suffisait pas, la maison continuait par ailleurs à proposer d'autres modèles tout aussi mal adaptés à l'époque. Il y eut la lignée Anjou, lancée au début des années 50, une carrosserie neuve posée sur une mécanique vieillissante, demi-mesure qui ne trompait personne. Et puis il y eut les versions les plus luxueuses et sportives, les grandes sports, dont les tarifs atteignaient des sommets vertigineux. Pour vous donner une idée, certaines de ces voitures se vendaient à un prix proche de celui d'une Jaguar de grand prestige, une somme considérable, hors de portée de presque tout le monde dans cette France encore convalescente. Qui, sérieusement, allait débourser une telle fortune pour une marque dont l'avenir paraissait chaque jour plus incertain ? Les acheteurs se comptaient sur les doigts d'une main. Voilà le cœur de la tragédie, et permettez-moi d'insister, car c'est là toute la morale de cette histoire. Plus Hotchkiss visait haut, plus elle tombait bas. Chaque tentative de se hisser au sommet du luxe et de la modernité creusait un peu plus le trou financier. Chaque voiture ambitieuse partait à perte. La maison ressemblait à un alpiniste épuisé qui, au lieu de redescendre se mettre à l'abri, s'obstine à grimper vers un sommet où l'attend la mort. L'orgueil contre la raison, et c'est l'orgueil qui menait la danse. Le poison du luxe, celui-là même qui donne son titre à toute notre histoire, agissait désormais en plein jour, méthodiquement, dévorant les comptes et rongeant les espoirs. Pendant ce temps, le puissant voisin entré dans le capital pendant la guerre observait la situation avec une lucidité froide. Au début des années 50, voyant la dérive financière, Peugeot commença à se retirer, à reprendre ses billes, comme on quitte un navire dont on devine qu'il prend l'eau. La maison fut réorganisée, restructurée, mais le mal était profond. Les pertes s'accumulaient, les liquidités fondaient comme neige au soleil de Monte-Carlo. Une entreprise ne peut pas perdre de l'argent indéfiniment, aussi glorieux que soit son passé, aussi noble que soient ses voitures. Le compte à rebours avait commencé, implacable, et chacun dans les bureaux de Saint-Denis devait sentir que l'heure des décisions terribles approchait. Et ces décisions, lorsqu'elles tombèrent, allaient sceller le destin de la marque dans un dernier coup de théâtre que personne, 20 ans plus tôt, au temps des triomphes sur la glace, n'aurait osé imaginer. Car pour survivre, Hotchkiss allait devoir dévorer un ancien rival, renoncer à tout ce qui faisait sa fierté et accomplir le plus stupéfiant des retours en arrière. Le cercle, ce cercle commencé dans le fracas des armes, était sur le point de se refermer. Ce stupéfiant retour en arrière, ce coup de théâtre que nul n'aurait osé prédire, commença par une décision qui ressemblait à un coup de poignard dans l'histoire de l'automobile française. Au printemps de 1954, deux maisons agonisantes décidèrent d'unir leurs faiblesses dans l'espoir d'en tirer une force. D'un côté, notre Hotchkiss, exsangue, vidé de ses liquidités par ses aventures ruineuses. De l'autre, une marque tout aussi prestigieuse et tout aussi mal en point, Delahaye, ce nom glorieux du grand luxe et de la course qui avait fait rêver les amateurs avec ses bolides somptueux. Deux géants à genoux, deux fiertés blessées,
décidant de tomber ensemble plutôt que de tomber seuls. L'accord fut signé entre les présidents des deux firmes et quelques semaines plus tard, en juin de la même année, l'affaire fut entérinée. Hotchkiss absorbait Delahaye. Mais attention, gardez-vous d'un malentendu sur le sens de cette étreinte, car elle cache une ironie d'une cruauté délicieuse. Delahaye n'était pas n'importe quel partenaire. C'était un rival historique, un concurrent de toujours sur les routes et dans les salons. Et ce Delahaye avait lui-même, des années plus tôt, en 1935, dévoré une autre marque légendaire, l'illustre Delage. Vous saisissez la chaîne macabre ? Delahaye avait avalé Delage, et voilà que Hotchkiss avalait Delahaye. Un prédateur en mangeait un autre, qui en avait mangé un troisième. La maison de Saint-Denis, en croquant son vieil ennemi, héritait ainsi de tout un cimetière de marques prestigieuses. Mais quel triomphe amer, je vous le demande. Enterrer son rival juste avant de mourir soi-même, n'est-ce pas la plus dérisoire des victoires ? Car la nouvelle direction issue de cette fusion prit aussitôt la décision la plus lourde de toutes, celle qui mettait un point final à un demi-siècle d'élégance, l'abandon pur et simple des voitures particulières. Fini, terminé, rideau. La voiture du juste milieu, ce rêve patiemment construit, ces berlines admirées devant les belles demeures, tout cela appartenait désormais au passé. Il y eut bien un ultime soubresaut, un dernier modèle présenté au salon de l'automne 1954, une sorte de cadeau d'adieu, une voiture que la maison ne croyait déjà plus capable de sauver. On ne prit même pas vraiment les commandes. C'était un enterrement déguisé en présentation. La clientèle bourgeoise qui avait fait la gloire de Hotchkiss assistait sans le savoir aux funérailles de l'automobile qu'elle avait tant aimée. Et c'est ici, mes amis, que le destin nous offre le plus extraordinaire des retournements, le twist qui donne tout son sens à cette saga. Que devint cette maison qui ne fabriquait plus de voitures de luxe ? Elle se tourna vers les utilitaires, les camions, les véhicules spéciaux. Mais surtout, elle revint à ses premières amours, à l'odeur de la poudre et du métal de guerre. Souvenez-vous d'où nous sommes partis, une fabrique d'armement, un emblème aux 2 canons croisés, une mitrailleuse de légende. Eh bien, le cercle allait se refermer de la manière la plus spectaculaire qui soit. Dès la fin de la guerre, Hotchkiss s'était rapproché d'un partenaire américain, le constructeur du célèbre véhicule tout-terrain qui avait roulé sur tous les fronts de la planète, la Jeep. La maison obtint la licence pour produire en France cette mécanique increvable. Et l'armée française, justement, cherchait un véhicule robuste après l'échec d'un engin national trop sophistiqué et trop fragile, conçu par nul autre que Delahaye. Vous voyez la merveilleuse cohérence du destin ? Le tout-terrain compliqué de Delahaye avait échoué précisément parce qu'il péchait par excès de raffinement, tandis que la simplicité rustique de la Jeep triomphait. Encore et toujours cette leçon. Dans la dureté du réel, c'est le simple qui survit et le compliqué qui meurt. Hotchkiss se lança donc dans la production de cette Jeep sous licence et ce fut, enfin, un succès retentissant. La fameuse version militaire produite à Saint-Denis sortit des chaînes à un nombre proprement stupéfiant. 27 628 exemplaires, presque tous destinés à l'armée française. 27 000. Mesurez l'abîme entre ce chiffre et les 250 misérables exemplaires de la voiture futuriste qui avait failli tuer la maison. La marque qui s'était ruinée à vouloir construire des merveilles d'élégance et de modernité retrouvait enfin la prospérité en assemblant de rustiques véhicules de guerre pour les soldats. L'élégance avait conduit à la faillite, l'arme ramenait l'argent. Tout était dit dans ce contraste vertigineux. Voilà donc le cœur de notre histoire, son ironie suprême, et permettez-moi de la formuler nettement, car elle le mérite. Le roi de la mitrailleuse, ce maître des canons qui avait un jour décidé de poser les armes pour sculpter d'élégantes automobiles bourgeoises, s'était ruiné précisément à cause de ce luxe tant convoité. Et pour survivre, pour ne pas mourir tout à fait, il avait dû renoncer à ses belles voitures et reprendre la fabrication d'engins militaires. Parti du canon, il revenait au canon. Parti de la guerre, il y retournait. La boucle se refermait avec une précision implacable, comme un mécanisme d'horlogerie, ou devrais-je dire, comme un mécanisme d'armement. N'est-ce pas la plus belle et la plus cruelle des morales ? L'histoire ne s'arrêta pas tout à fait là,
car le nom de Hotchkiss mit encore quelques années à s'éteindre. La maison fusionna en 1956 avec un autre fabricant pour devenir Hotchkiss Brandt, produisant des mortiers, des engins divers et même d'étonnantes machines pour le tri du courrier. Puis, au fil des absorptions successives, le nom glorieux fut peu à peu avalé par un géant de l'électronique et de l'armement, Thomson CSF, qui conserva longtemps sur certains de ses matériels militaires l'emblème des deux canons croisés. Et là, accrochez-vous, car le fil se prolonge jusqu'à nos jours. Les héritiers lointains de cette aventure ont fini par former l'un des plus grands groupes français de défense et de technologie de pointe, un nom que tout Français connaît aujourd'hui. Ainsi, la mitrailleuse de Saint-Denis n'a jamais vraiment cessé de vivre. Elle s'est seulement transformée, génération après génération, en système électronique et en équipement militaire moderne. Alors, que retenir de cette saga, sinon qu'une marque peut mourir non pas de ses faiblesses, mais de ses plus belles ambitions. Hotchkiss avait tout pour durer, la rigueur, le talent, la gloire sportive, une clientèle fidèle. Et c'est en voulant être plus élégante, plus moderne, plus brillante que la raison ne l'autorisait, qu'elle a signé sa perte. Le luxe fut son rêve et devint son tombeau. Mais quel destin magnifique tout de même que celui de cette maison qui aura traversé 2 guerres, régné sur les neiges de Monte-Carlo et fini par boucler la boucle entre le canon et l'automobile. Une histoire bien française, faite de panache, d'orgueil et de chute, et qui mérite amplement qu'on s'en souvienne. Si cette histoire vous a passionné autant qu'elle m'a passionné, faites-le savoir. Laissez un pouce levé, dites-moi en commentaire quelle marque oubliée vous aimeriez voir ressusciter ici, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces aventures automobiles. Votre soutien est le carburant qui fait tourner ce moteur. À très bientôt pour une nouvelle légende sur 4 roues.